Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec une jeune professionnelle québécoise, Anne-Catherine Tonguay. Également avec nous, l'entraîneur-chef des Rangers de New York, Alain Vigneault, et un reportage sur le sommet du golf au Québec. Et le conseil de la semaine, Jean-Sébastien? Bien, Michel, on est dans les fosses d'allée. Je vais vous faire comprendre qu'il est plus facile d'avoir du contrôle à partir de les fosses d'allée que dans l'herbe longue. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. Est-ce que Alain Vigneault est un golfeur passionné? Oui, c'est un sport que j'aime énormément. Plusieurs de mes amis aussi sont de bons joueurs. Donc, quand la saison termine, comme beaucoup de joueurs de hockey, beaucoup d'entraîneurs, on est sur les parcours de golf. Est-ce qu'on a la chance de jouer régulièrement durant la semaine, durant la saison estivale? Durant la saison estivale, oui, le plus souvent possible. Durant la saison, une fois que le hockey commence au mois de septembre, c'est terminé jusqu'à temps qu'on est de retour dans ma région de l'Outaouais. Et puis, chanceux, je suis membre des clubs Lynx. On peut jouer on a des beaux terrains dans l'Outaouais, à Montréal et puis dans les environs de Toronto. Donc, avec des amis, on se déplace et puis on en profite. Donc, on a mieux joué entre amis. Est-ce qu'on a l'occasion de jouer en famille ou c'est plus en famille? Souvent avec mon beau-frère, ma sœur, mon père, ma mère. Mon père va avoir 80 ans cette année, ma mère 82. Les deux au moins une fois par semaine, Wow. Ça joue encore au golf. Ça marche pas, ça prend des voiturettes, mais c'est des grands amateurs de golf. C'est une belle passion. Puis c'est plaisant de voir là, qu'à leur âge encore, sont encore capables de jouer. Puis mon père joue quand même assez bien encore. Est-ce qu'on aurait avoir plus de temps? Est-ce qu'on pratiquerait davantage l'élan ou on jouerait davantage? Je te dirais que j'aimerais ça pratiquer un petit peu plus que je le fais présentement. Et puis, c'est comme n'importe quoi. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu pratiques, il faut que tu mettes le temps. Moi, dans mon cas, étant donné là, que je commence un petit peu plus tard, tu vas avec tes amis, tu n'as pas la chance de les voir beaucoup pendant l'hiver. Donc, tu vas sur les allées et puis tu marches. Je suis un individu qui marche au golf. Donc, j'aimerais ça avoir le temps de pratiquer ou prendre le temps de pratiquer un petit peu plus, je ne le fais pas. Mais pour pratiquer, il faut pratiquer les bons éléments. Est-ce qu'on a déjà pris des cours de golf? Oui, j'ai mon pro qui est professionnel au sorcier à Hall. Moi, je ne joue pas là, mais Guy Beaulieu, que ça fait très longtemps que je connais. C'est un de mes bons amis. Puis à toutes les fois, là, au moins une fois par année, il me voit arriver de panique, là, puis il sait que ça ne marche pas pendant toutes mes affaires. Donc, il a toujours pris le temps pour moi de m'aider. Mais dernièrement, là, j'aurais besoin de pratiquer beaucoup plus que je le fais. Lorsqu'on est au-dessus de la balle puis on veut faire un bon élan de golf, à quoi on pense? C'est quoi les éléments qui te permettent de faire un bon élan de golf? As-tu des points techniques? Moi, j'ai tendance à être pas très droit avec ma balle, là, donc j'ai tendance à vouloir concentrer un petit peu plus sur mon tempo. C'est ce qui d'après moi, là, je swing trop vite ou trop lent, etc. Donc, j'essaie de me concentrer là-dessus, mais des fois, c'est plus difficile que d'autres. Guy, qu'est-ce qu'il dirait? Guy, il a travaillé sur tous les éléments parce que toutes les fois que je vais le voir, c'est quelque chose de différent. Donc, il est bon pour moi. C'est pas la faute de mon coach. C'est que c'est moi qui ne mets pas assez de temps dans les éléments qui me dit de travailler dessus. Faire le lien avec le hockey et le golf, est-ce que bien jouer au golf peut aider un hockeyeur professionnel à mieux performer? Est-ce qu'il y a un aspect qui relie les deux sports? Probablement l'aspect mental, la préparation. Je pense que comme un joueur de hockey où on se doit de se préparer pour jouer un bon match, puis rester concentré quand on est sur le banc, etc., sur les éléments qu'on doit faire, c'est la même chose au golf. C'est un sport où, d'après moi, tu as 4 à 5 heures d'attention à mettre. C'est sûr là, que ce qui est le plaisant au golf, c'est de marcher, discuter avec tes amis, etc., Mais quand ça vient de temps de frapper, il faut que tu focuses, il faut que tu penses à ce que tu dois faire, le type d'élan que tu veux faire, l'endroit où tu veux envoyer la balle. Donc, de ce côté-là, ça prend une bonne force mentale pour être en mesure de faire ces éléments-là. Et est-ce que le mental d'Alain Vigneault est redoutable? Au mental, quand j'étais jeune, j'étais meilleur golfeur.
En vieillissant, là, j'ai juste pas assez le temps là, de travailler dessus. Et puis, ce que j'aime, c'est être avec mes amis, une petite gageure amicale, etc., etc. Et puis, marcher sur... c'est ce qui me permet là, de relaxer pendant l'été. Puis, relaxer pendant l'été, pour moi, étant donné les saisons qu'on a, c'est peut-être plus important que concentrer sur mon pointage. Est-ce qu'on est encore compétitif quand même sur le parcours? Très compétitif, surtout quand on a des petites gageures, là, mais pas pour en devenir malade. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne saison. Merci, bien merci. Voici notre question quiz cette semaine. En 1992, il y a 25 ans, Fred Couples remportait le tournoi des maîtres, Tom Kite l'Omnium des États-Unis et Nick Price le championnat de la PGA. Le titre de numéro 1 mondial, cependant, appartenait à celui qui a gagné l'Omnium britannique. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est A. Greg Norman, B. Nick Faldo ou C. Ian Woosnam? La réponse au retour de la pause. La réponse, donc, B. Nick Faldo. Il a été numéro 1 mondial pendant 2 saisons avant de céder sa place en 1994 à Nick Price. En compagnie d'Anne-Catherine Tanguay, une des Québécoises qui va évoluer sur la scène du golf professionnel au cours de la saison 2016 et qui, Anne-Catherine, dès ta première année chez les professionnels, tu as remporté une victoire sur un circuit satellite. On y reviendra dans quelques instants. J'aimerais que tu nous parles, dans un premier temps, de ce que tu as vécu comme expérience universitaire du côté de l'Oklahoma. Oui, mes 4 ans à l'université ont été vraiment exceptionnels. J'ai eu la chance d'être recrutée par l'Université d'Oklahoma, justement. Ma coach, Véronique Drouin, une autre Québécoise. Puis j'avais une autre Canadienne sur l'équipe. On a voyagé partout aux États-Unis. Puis ma première année d'université, on était ranké, comment on dit ça, ranké? Classé. On était classé 75e au pays. Puis, par ma dernière année, on était rendu dans le top 5 des universités aux États-Unis. Très, très belle progression pour l'équipe et pour toi comme telle. Oui, ça a super bien été aussi. J'ai été mentionnée All-American 2 ans de suite. Puis, j'ai eu une victoire aussi sur le circuit universitaire pour ma 2e année. Donc, je peux vraiment dire j'ai évolué grandement pendant ces années-là. Puis, juste d'apprendre aussi. Le golf en équipe, c'est un peu différent. On travaille d'autres aspects de notre jeu mental, mais c'était vraiment bien. Puis, juste la chimie que j'avais avec les autres filles, c'était exceptionnel. Et là, oups, chez les professionnels, la belle surprise, le tournoi de qualification de la LPGA, tu es à temps plein sur le circuit satellite Symetra et un statut conditionnel sur le circuit de la LPGA. Tu nous racontes comment ça s'est passé en qualification et qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, dans le fond, j'ai eu une très bonne année sur le Symetra pour ma première année chez les professionnels. Ensuite, je suis allée aux qualifications de la LPGA qui se tiennent à l'automne. Le dernier stage était à Daytona Beach. Puis, il y a 5 rondes. Je me suis rendue jusqu'à la dernière. Dans le fond, il y avait une coupure après la 4e ronde. Donc, top 70. Puis après ça, le but, c'était vraiment d'aller chercher un top 45, idéalement un top 20. Donc, top 20, on les statuts complets. Top 45, statut conditionnel. Puis, j'ai vraiment pas réalisé qu'est-ce qui s'était passé à la fin de ma journée, à la fin de ma ronde. J'étais vraiment, vraiment émue. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça va me permettre l'année prochaine de rentrer. Dans le fond, là, je suis rendue membre officielle de la LPGA. Puis, ça va me permettre d'aller jouer les tournois. Dans le fond, probablement commencer à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, probablement, aux États-Unis. Et quand tu ne seras pas là, tu vas pouvoir évoluer à temps plein sur le circuit Symetra sans aucun problème. Donc, l'objectif, c'est vraiment de commencer ma saison sur le Symetra, puis d'ensuite d'aller graduellement vers le LPGA. Est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir atteindre ce circuit de la LPGA quand même assez rapidement? Parce que tu as eu une très bonne progression, tu as travaillé très fort au cours des derniers mois, des dernières semaines pour effectivement améliorer ton jeu. Mais je l'espère vraiment. Donc, d'ici le mois d'avril, je vais continuer à travailler sur les aspects de mon jeu.
que je sais que c'était mes faiblesses un peu l'année passée. Puis ça va vraiment être d'aller m'acclimater aussi sur le circuit. Puis c'est un nouveau mode de vie aussi parce que le Symetra, c'est quelque chose. Puis la LPGA, les horaires sont un petit peu différents aussi. C'est une longue semaine. Tu sais, on arrive là le lundi. Puis le LPGA, tu as une journée moins de préparation vu que c'est des tournois de 72 trous. Donc, je pense que ça va être une adaptation aussi d'aller jouer sur ce circuit-là. Et en terminant, j'aimerais que tu nous parles de ta première victoire sur le circuit en Floride, un circuit satellite. C'était à Victoria Hills, 3-11. Ça s'est passé comment? Ça a super bien été. J'avais pas vraiment d'attente vu qu'on est encore un peu en pré-saison. Puis, mon copain était sur mon sac. On s'était fixé des bons objectifs de processus avant le tournoi. Je pense qu'il fallait vraiment focusser un petit peu plus sur cet aspect-là, aller contrôler ce que je pouvais contrôler. Puis la température aussi, il a fait froid. Puis j'ai vraiment eu une très bonne première ronde. Puis je pense que ça m'a aidé justement à finir sur cette lancée-là. Bien, Anne-Catherine, on te souhaite la meilleure des chances pour la saison 2016 sur le circuit Symetra et sur le circuit de la LPGA. Merci beaucoup. Les membres des diverses associations de golf du Québec se sont réunis à Bromont pour prendre part au tout premier sommet du golf. Cet événement a permis de rassembler les propriétaires, directeurs généraux, professionnels, surintendants et de nombreux bénévoles des clubs de golf pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de l'industrie. Voici ce qui a motivé l'organisation d'un tel événement. Bien, la raison principale, c'est d'avoir toutes les associations ensemble qui travaillent dans un même but. On travaille tous pour le golf. C'est évident que les directeurs généraux ont leurs critères, les surintendants, les professionnels ont tous le côté. Mais en bout de ligne, c'est d'avoir une chance de tous travailler ensemble vers un même but puis montrer à tout le monde qu'on est capable de travailler ensemble puis que le golfeur en bout de ligne puis les clubs de golf vont en profiter. Parmi les ajustements à apporter, il y a bien sûr le message qu'il faut livrer et répéter à la population générale. C'est important aussi de noter que le golf contribue énormément à l'économie québécoise. On emploie plus de 52 000 personnes. Ça apporte plus de 2 milliards de dollars en revenus et tout ça. On paye beaucoup de taxes. Donc, c'est une industrie qui est vraiment importante. Puis, tout le monde ensemble, bien, on veut peut-être se donner un renouveau. Il y a des points saillants qui sont sortis de dire, bien, il faut enlever un peu la perception que le golf, c'est un sport de snob, c'est très cher. Écoute, au Québec, c'est l'endroit en Amérique du Nord où ça coûte le moins cher jouer au golf. À quelle retombée on peut s'attendre? Bien, encore là, il y a 3 ans, il y a eu une enquête qui a été faite envers 3000 personnes, des golfeurs, des futurs golfeurs, des anciens golfeurs. Et ce que les gens de marketing nous ont dit suite à ça, c'est les propriétaires puis les gérants de clubs de golf, arrêtez de penser que vous avez un bon produit. Arrêtez de penser produit, pensez client. Si vous pensez que vous avez un bon produit, mais que les clients ne se présentent pas, bien, c'est pas un bon produit. Alors, travaillez l'approche client et le plan d'action qui va sortir du sommet. Tous ces gens-là vont tourner chez eux avec cette idée-là en tête, comment me tourner plus vers le client. Donc, tous ces jeunes, c'est une nouvelle clientèle. Le golf au féminin, c'est une nouvelle clientèle. Les jeunes retraités baby boomers, c'est une clientèle à exploiter. Donc, on dit, on va vous emmener du monde, mais accueillez-les. En conclusion, il existe des moyens de redonner du souffle à l'industrie du golf. Reste à savoir si l'industrie aura les moyens de le faire. Daniel Cazat pour Au 19e. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on parle d'hybride et tout comme les bois d'allée, Pierre, on a besoin de quelque chose de polyvalent, surtout si on les utilise souvent. On a de l'ajustabilité et de nouvelles technologies qui sont déjà utilisées dans les bois de départ pour l'hybride. Oui, les ingénieurs ont encore mis beaucoup d'emphase sur le bas de la face. Comment la rendre plus réactive? La portion avant de la semelle est plus flexible que le reste de la structure pour plusieurs modèles. Tandis que pour d'autres, chez Callaway par exemple, cette portion fait partie intégrante de la face, ce qui rend le transfert d'énergie tout aussi efficace. Pour ce qui est de l'ajustement, quelques modèles d'hybride possèdent une tige avec l'embout ajustable. Le Rescue M1 de TaylorMade l'offre en plus de 2 points amovibles sous la semelle, un de 3 grammes et un de 25 grammes qui permet de varier la position du centre de gravité.
Et Pierre, le concept d'ajustement est très important ici pour les hybrides. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils s'harmonisent avec les fers que l'on a déjà dans notre sac. Oui, le but, c'est d'avoir une différence qui est constante en termes de distance entre chaque bâton. Si, par exemple, votre dernier fer est un fer 6, vous ne voulez pas que votre hybride 5 ait plus de 15 verges de différence, sinon c'est une distance que vous ne couvrez pas dans votre sac. Tout à fait. Maintenant, depuis quelques années, on a une nouvelle catégorie de bâtons qui s'est insérée à l'intérieur des hybrides. Comment tu pourrais l'appeler? Je le dirais fer hybride. Ce sont des outils pour les joueurs d'élite et les professionnels afin de leur offrir le meilleur des deux mondes, maniabilité et indulgence. Oui, la semelle est plus large, la tête est plus massive et certains ont même des inserts en tungstène. Ça permet d'augmenter non seulement la hauteur de la trajectoire de la balle, mais aussi le moment d'inertie sur les impacts imprécis. Comme vous pouvez le constater, c'est pas le choix qui manque dans cette catégorie. Merci Pierre pour ces informations. Merci. On parle de quoi la semaine prochaine? On discute d'ajustement de bâton, on répond aux questions les plus fréquemment posées. Excellent, soyez-y. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Lorsque vous avez un coup à effectuer dans une fosse de sable, il se peut que vous vous retrouviez dans la portion ascendante de la fosse, c'est-à-dire près de la lèvre. La grande majorité des amateurs sont intimidés par ce genre de coup et ont un faible pourcentage de réussite, tout simplement parce qu'il manque quelques notions de base. La première chose à comprendre, c'est que plus vous êtes en montée, plus c'est facile de soulever la balle. Par contre, plus vous êtes en montée, plus votre poids va rester sur le pied arrière lors du mouvement. Voici l'exemple d'une erreur classique. En mettant les pieds dans la fosse de sable, le golfeur se rend compte qu'il a besoin de soulever la balle rapidement. Il va donc positionner ses pieds de façon à avoir la balle légèrement sur le pied avant. Il garde les épaules parallèles au sol, comme son pro lui a enseigné. Résultat, la tête du bâton entre dans le sable trop rapidement et la balle ne sort pas de l'obstacle. Petite analyse, en ayant les épaules parallèles au sol. Dans un coup ascendant, mon centre de gravité se trouve pratiquement au complet sur mon pied arrière, ce qui donne plus d'un pied de différence comparativement à la position avancée de ma balle. Mes mains doivent donc faire tout le travail dans une telle situation. Ce que vous devez comprendre, c'est la position de votre centre de gravité. Sachez que si vous effectuez un élan arrière stable, c'est au même endroit que votre marque dans le sable sera la plus creuse. Je dois donc placer ma balle en fonction de mon centre de gravité et effectuer un élan arrière stable. Dans une fosse de sable, on veut frapper le sable derrière la balle. Donc, je vais m'assurer de me placer de façon à ce que mon centre de gravité soit légèrement derrière ma balle. Vous pouvez donc constater que ma balle est beaucoup plus centrée, et ce, même si je suis près de la lèvre. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'être stable durant l'élan arrière et de progresser vers l'avant pour terminer mon élan. Plus vous allez comprendre la relation entre la position de votre centre de gravité et la position de votre balle, plus vous allez développer une multitude de coups dans les fosses de sable. Il faut s'amuser, on est dans le sable après tout. Bon golf! Situé à 45 minutes de Montréal, de Laval et de Trois-Rivières, se trouve l'un des rares clubs de golf cotés 5 étoiles par la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Bienvenue au Club de golf de Joliette. Alors, le Club de golf Joliette a été fondé en 1951 par l'architecte Howard Watson. Le Club de golf Joliette est un club semi-privé. Bien, c'est un terrain qui est très permissif parce qu'il est quand même assez large. Étant donné l'année de fondation de 1951, on a 81 essences d'arbres, donc plus de 60 trappes de sable. Donc, on a des cèdres majestueux, on a des érables de Norvège, donc on a une très, très belle variété d'arbres parce que le terrain, à la base, appartenait aux Clercs Saint-Viateur qui ont planté beaucoup d'arbres. Donc, on a un terrain mature, très bien manucuré. Les allées sont plutôt larges et permissives, sauf quelques allées seulement, mais en règle générale, c'est assez permissif. Mais quand même, un bon défi de golf avec quasiment 6900 verges dans les terres arrière. Notre Amen Corner, qu'on appelle, excusez l'expression anglaise, c'est le 4e, 5e, 6e et 7e trou qui sont plus difficiles que les autres. Ils sont plus étroits, un peu plus longs, surtout ici, et ça demande plus de précision parce qu'on a beaucoup de cèdres ici. Ces trous-là possèdent beaucoup de cèdres qui accueillent très bien la balle.
Trou numéro 11, c'est un peu le trou signature parce que c'est un normal 3 avec un plan d'eau à droite. Et puis du tertre de départ, l'arrière, il a l'air très, très serré avec des beaux cèdres devant. Donc, il est intimidant. Et puis, du haut, autant si on est en bas qu'en haut sur le tertre de départ, on a une très, très belle vue de ce trou-là. Trou numéro 15, il y a plusieurs tertres de départ. On a un beau plan d'eau avec la chute. Le verre n'est pas très ondulé, assez large. Et puis, on a 3 trappes de sable autour prêtes à nous accueillir. Mais c'est un très beau défi, une très belle Normale 3. Juste de dire aux gens, écoutez, on est semi-privé, on est accessible au public, il y a des forfaits, vous pouvez venir, vous n'êtes pas obligé d'être un invité de membre. Les tournois, vous pouvez venir faire vos tournois ici, on déroule le tapis vert pour vous. Alors ça, c'est ce qui fait qu'on ouvre les portes jusqu'à un certain sens. Tout golfeur ou golfeur en devenir devrait venir l'essayer pour la bonne et unique raison que c'est un des 12 terrains cotés 5 étoiles. Ne serait-ce que pour ça, quand on a la chance d'essayer un parcours comme le nôtre, je pense que le golf, on le voit différemment. Son cachet, la super qualité de son parcours et le fait qu'il soit ouvert au public sont 3 bonnes raisons de visiter le Club de golf de Joliette cet été et de souligner son 65e anniversaire. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. La semaine prochaine, une jeune star américaine sur le circuit de la LPGA, Lexi Thompson. Notre collègue de RDS, Chantal Maccabé, et les tendances mode pour les hommes, saison 2016. Tout ça et plus encore la semaine prochaine au 19e, là où on entend, bien sûr, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec, en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.